Et c'est le temps d'une bière, un podcast sur la bière et l'histoire. Je suis aujourd'hui avec Dominique Gosselin, qui est copropriétaire à la brasserie des Collines. Dominique, comment ça va? Ça va très bien, et vous? Ça va très bien. Écoute, tu m'as apporté une belle bière belge et ça sonne un peu le sujet de notre conversation d'aujourd'hui, la bière belge. Tout sur la bière belge, l'histoire de la bière belge, la bière et la Belgique. Tout ça ensemble. Est-ce que j'ai suffisamment bien annoncé le sujet d'aujourd'hui? Je pense que oui. La bière belge. Tu parles de bière belge, là. Je pense qu'on parle de bière belge. Okay. Je l'ai-tu assez dit? Oui, je pense que Des fois, oui. je suis un peu insécure par rapport à la façon dont je fais mes titres. Ben, moi, je pense que si les gens ne savent pas qu'on parle de bière belge aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont mal écouté. Jusqu'à là. Ou un problème d'audition. C'est possible. Ça se répare aussi. Quelqu'un ça se peut règle. écouter le podcast et d'être sourd, mais pas se rendre compte que c'est important d'écouter. Voilà. Puis aujourd'hui, avec la technologie, on peut tout faire, ou presque. Mais toi, là, tu es un grand amateur de bière belge. Tu es allé faire ta formation en Belgique, n'est-ce pas? Je te dirais que même avant de faire ma formation en Belgique, je te dirais que c'est le type bière belge qui m'a amené à la bière. Et je m'explique. Tu sais, en fait, il y a comme une philosophie dans la bière belge en général. Tu sais, c'est sûr que des fois, on galvaude un peu le style en Amérique du Nord en faisant des versions un peu plus lourdes, mais même quand la bière est forte, la bière belge traditionnelle a une certaine légèreté, quand même une grande buvabilité. La texture est un peu plus sec, c'est quand même un peu moins rond. La levure est très marquée dans la bière belge en général, quand on parle de vraiment des segments belges. Et une des brasseries, quand on a commencé à avoir vraiment de la bière de microbrasserie au Québec, bien, une des plus connues était quand même la brasserie Unibrou. Elle était connue parce qu'elle sortait du lot et parce qu'il y a eu un porte-parole qui l'a amené à une hauteur qui n'aurait jamais eu lieu si c'était Robert Charlebois. Le fameux chanteur. C'est ça. En fait, tellement que pendant plusieurs années, même quand j'ai commencé à m'intéresser à la bière, quand on avait une bière de microbrasserie, le monde disait c'est de la bière de Charlebois. Peu importe la brasserie qui la produisait. J'ai entendu la même chose de Mario Daire, de Serge Noël, et puis de Sylvain Bouchard. L'association entre un chanteur très connu qui représentait littéralement le Québec, qui était la fierté nationaliste du Québec, puis de la bière de microbrasserie était telle que si c'était pas de la bière commerciale, c'était du Robert Charlevoix. Absolument. Charlebois. Hey, je me mélange tout le temps. Robert Charlevoix, c'est Robert qui habite à Baie-Saint-Paul. C'est pas le même. C'est pas le même Robert. C'est pas le même. Ils font deux musiques très différentes. Il y en a un qui est la bière de microbrasserie, il y en a un qui c'est la bière de brasserie. Oui, c'est ça. Très différent. C'est Bob. C'est ça. Il y en a un qui c'est Bob, l'autre c'est Robert. C'est ça. Fait que c'est ça. Toi, Robert, tu l'aimais bien. Ben en fait, c'était la première fois où je goûtais quelque chose dans mon exploration et on s'entend que Unibrou était quand même d'une certaine taille à l'époque. On est dans le début des années 2000. Unibrou, ça a commencé en 92, mais il y avait quand même un certain tremplin qui faisait que tu en retrouvais même en Outaouais. Et il n'y avait pas grands autres produits que tu retrouvais en Outaouais. Moi, je me rappelle, quand j'ai commencé à m'intéresser à la bière, ben, des fois, j'allais à Montréal chercher des trucs qu'on ne retrouvait pas en Outaouais. Fait que, tu sais, j'embarquais sur ma moto puis avec un sac à dos, puis je revenais avec un mal de dos parce que j'avais tellement acheté de trucs. Puis moi, je me rappelle, le plus proche d'ici où il y avait un choix plus grand, c'était à Vaudreuil, au Gobelet. Ben, moi, j'y allais régulièrement, aller chercher des trucs parce qu'on n'en avait pas dans la région. Mais ce qu'on pouvait retrouver dans la région, c'était du Unibrou. Je te dirais qu'à l'époque, parce qu'il y a eu un moment creux dans les bières d'importation disponibles à SAQ, je te dirais que ça s'est semi-amélioré depuis quelques années, mais on avait la chance d'aller à LCBO. Et je te dirais que ma première révélation a été une bière belge que j'avais achetée à la LCBO. C'était de l'Orval. Et l'Orval, c'est drôle parce que tu as de l'inspiration anglaise dans cette bière-là, avec un type de levure très belge et
dans le fond, un petit côté sauvage qui vient du fait qu'originalement, cette brasserie-là fermentait en cuve ouverte et il y avait des ferments naturels qui tombaient dedans. Et donc, il y a un cocktail de levure naturelle et maintenant, ils le produisent en ensemencement continuel, mais qui la rend hyper évolutive. Fait que tu as comme un côté sapinage résineux, un petit côté cheval dans un orval un peu plus âgé. C'est cette bière-là, moi, qui m'a amené à faire comme « Oh, ça peut être ça, de la bière. Dans le fond, ça a été ma grosse révélation. Puis après ça, dans le fond, j'ai voulu tout goûter. Puis j'en suis venu à brasser à cette époque-là. Moi, j'ai étudié en biochimie à l'Université d'Ottawa. Et je me suis dit, ben, comme j'ai pas autant les moyens, avec mon budget d'étudiant, de goûter tout ce que je veux goûter, parce que c'était quand même cher. Donc, je me suis dit, ben, regarde, je suis pas plus fou qu'un autre. Je vais aller sur le brassage, puis je vais commencer à brasser. Ouais. Puis je te dirais qu'à cette époque-là, ben, je m'étais fabriqué un petit système de 50 litres avec dans le fond, des kegs que j'avais achetés dans une ferraille. Fait que des kegs qui s'étaient débarrassés, puis je les avais transformés. Parce que souvent, quand ils les envoient à la ferraille, ils les percent pour pas que les gens les réutilisent. Mais ils ne percent pas toujours aux mêmes places. Fait que j'avais regardé ceux qui étaient percés sur le dessus, puis j'enlevais le top dessus. De toute façon. Il y en a un que j'ai transformé en cuve d'ébullition, l'autre en cuve d'empâtage, que j'avais isolé avec, dans le fond, de l'isolant à la ventilation. Puis il y en a un autre que j'avais mis un élément chauffant dedans, branché sur le 240 pour faire ma cuve d'ébullition. Puis je fermentais dans des dames Jeanne. J'avais commencé de même, puis j'achetais mon malt, mais j'allais voir des amis qui étaient brasseurs, puis dans le fond, je m'étais fabriqué des pentes, puis des plaques de pétri, puis j'allais récupérer leur levure, puis je les faisais grossir dans la maison. Puis j'habitais dans le sous-sol chez mes parents à cette époque-là, puis c'était le fun, parce qu'il y avait un four au gaz. Puis avec le pilote allumé, four fermé, ben dans le fond, le four est exactement à 30 degrés Celsius tout le temps. Fait que ça faisait un excellent incubateur. Quand il était plus gros, ben, dans le fond, j'utilisais le retour d'air de leur vieux frigo qui se faisait par le haut, puis j'avais comme un peu... tu utilisais vraiment toutes les ressources que tu avais à 100%. Absolument. Donc, c'est le même que j'ai commencé à brasser maison. Puis je te dirais, j'avais une affection déjà pour les styles belges. Et ça m'a amené quand même, pour deux raisons. Dans le fond, quand j'ai décidé de me perfectionner en brasserie, donc après mon bac en biochimie, puis 2-3 petits détours que j'ai faits entre-temps, quand en 2005, j'ai décidé parce que je me partais d'une brasserie déjà, je me suis dit, je vais aller étudier la bière pour être certain que mes assises sont assez solides. Pas juste en pratique, mais vraiment en théorie. Tu voulais te construire un sous-sol de béton. Exactement. Donc... tu es allé en Belgique. J'étais allé en Belgique. Puis j'étais allé en Belgique, j'avais une affection pour, dans le fond, l'inspiration de ce pays-là. Et j'étais pas vraiment bilingue. Donc, je me cherchais un endroit où la formation serait assez poussée et francophone. Donc, je suis allé à l'Institut Meurice à Bruxelles, dans le sud de Bruxelles, et j'étais allé me perfectionner en brasserie, puis j'étais allé visiter plein de brasseries, puis j'étais allé en goûter, puis j'étais allé vraiment m'inspirer de la Belgique en m'installant dans un quartier maghrébin avec des Allemands, des Espagnols, des Français, mais... L'auberge espagnole, quoi. Ah ouais, exactement, on était 19 là-dedans, puis ça a été magique parce que quand je suis arrivé là, moi, je suis quand même sociable, fait que, puis je me suis retrouvé avec 2-3 autres personnes sociables, puis des fois, on dirait que les gens faisaient des trucs chacun à notre bord, puis à un moment donné, j'étais comme, hey, le dimanche, là, on fait un souper on fait un souper de gang. Il y en a un qui cuisine pour toutes les autres, puis il cuisine quelque chose de par chez lui. Fait que, il y en a qui se sont mis à faire de la tartiflette parce qu'ils venaient de Saint-Étienne, puis il y en a un autre qui nous a fait un truc martiniquais, puis moi je suis arrivé puis j'ai fait un pâté chinois avec un pudding chômeur. Mon Dieu que c'est génial. Non, ça a été un moment magique, pas juste pour ce que ça a apporté c'est au niveau brassicole. potluck, c'est le mélange de culture, c'est les soupers bien arrosés le dimanche. Oui, puis en fait, moi, il y avait un de nos colocs qui avait une voiture, fait que dans le fond, souvent, on allait acheter de la bière chez Colruyt en plus grosse quantité, ça coûtait moins cher qu'au dépanneur du coin. Puis moi, je m'étais fait un dépanneur dans ma chambre,
Fait que je me faisais pas de la profitabilité là-dessus, mais c'était juste pour avoir du choix. Fait que dans le fond, je me suis mis à faire explorer les gens sur la bière. Puis en achetant justement souvent plus des bières belges, parce que on dirait que l'Allemand, lui, il allait tout le temps chercher sa Pilsner au Lidl du coin. Puis, mais c'est brillant. Ça veut dire que tu faisais ta propre étude de marché sans frais en testant les goûts des gens qui venaient d'un peu partout pour avoir le plus grand échantillon représentatif géographique possible. Ben, ça pourrait être perçu comme ça aujourd'hui. Mais c'était pas ça l'idée. Non, l'idée, c'était juste d'être festif avec du monde. Mais en même temps, j'essayais des trucs. Mais oui, moi, en fait, j'ai toujours aimé ça, d'être entouré, puis parler, puis échanger, puis écouter. Puis en fait, c'est souvent ça qui est magique. Ça fait un bout que c'est le temps d'une bière avec toi. Oh, mais c'est le temps c'est le temps de bière quand on a commencé à découvrir la bière quand j'étais jeune. Là, puis en Belgique, outre ces moments de qualité avec des gens d'un peu partout, et puis, toutes les bières que tu as explorées, tu me parlais de l'Institut où est-ce que je pense que tu es allé étudier. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce qu'on apprend à cet institut? Bien, en fait, ce qu'on apprend, c'est... Puis je te dirais, c'est super drôle parce que moi, des fois, je pense que je leur ai appris autant qu'ils m'en ont appris. Ah oui? Parce que l'Institut Meurice se veut... dans le fond, une institution qui est quand même très liée aux grosses brasseries parce que c'est souvent subventionné ou toutes leurs recherches sont subventionnées par des gens qui ont les moyens de faire des recherches. Mais autant en plus, à cette époque-là, en Belgique, tu buvais belge. Les inspirations, les grandes inspirations, souvent quand on parle des inspirations, tu as l'inspiration anglaise, tu as l'inspiration allemande, tu as l'inspiration belge, tu as l'inspiration tchèque. Je te dirais que c'est les 4 grandes inspirations qu'on reconnaît habituellement. Et en Belgique, à cette époque-là, c'était encore pire, même quelques années avant, tu ne retrouvais pas des bières d'ailleurs. Et les brasseurs brassaient à la belge. Je te dirais que c'est drôle, ça a éclaté depuis. Ça a beaucoup bougé. Je te dirais que tu as Brewdog en Écosse qui brasse, dans le fond, à l'américaine. T'en as qui se sont mis à mettre du houblon en grosse quantité, puis des houblons d'un peu partout dans le monde, en Belgique, avec de Rank à l'époque, puis avec Brasserie de la Seine maintenant. Puis maintenant, ça l'a éclaté. Mais en Belgique, ça buvait belge. Et des fois, dans les cours, ben la formation était un peu axée, genre, production industrielle. Je comprends. Fait que moi, je leur ai apporté une espèce de nuance, dans le fond, production un peu plus artisanale et une espèce d'ouverture un peu sur les styles. Je te dirais que une de mes professeurs avait dit « Ah, j'ai goûté une stout une fois. » Parce qu'on était allé à Dublin, puis j'ai goûté une stout. Mais, tu sais... à un moment donné, quand je commençais à parler de mal fumé... ça. Oui. Mais non, c'est parce qu'on parlait de style des fois, puis tu sais, je parlais de malt fumé, puis tu sais, on était en malterie, puis tu sais, qui n'avaient jamais entendu parler de ça parce que ils n'ont jamais été amenés à ça. Mais quand tu t'en vas à Bamberg, une grosse partie du malt est fumé. Dans le fond, c'est fumé avec du bois d'être ou fumé avec du bois de cerisier, puis ça amène toute une autre dimension, ce qu'on appelle les Rauchbier. Ben, tu sais, je te dirais qu'ils ne connaissaient pas ça. Est-ce qu'aujourd'hui, il y en a qui connaissent ça peut-être un peu plus? Oui, parce qu'ils commencent à avoir une certaine mixité, une ouverture vers le monde. Mais j'ai appris que le Belge ne connaissait que la bière belge. Mais moi, j'ai envie de faire l'avocat du diable et de dire ben, c'est parce que c'est de la très bonne bière. Est-ce que c'est de la très bonne bière? Ça ressemble à quoi, dans le fond, la bière belge? Est-ce que tu peux nous montrer un peu les grandes lignes? Pour ces gens-là qui ont une vague idée de qu'est-ce que c'est une bière belge, mais qui n'ont pas encore fait un road trip de différentes cervoises en Belgique. La bière belge a, dans le fond, des éléments marquants, similaires et un côté très éclaté. Dans le fond, tu te retrouves un petit peu toutes les techniques de brassage dans ce pays-là, ce qu'on ne retrouvait pas nécessairement partout dans le monde. Tu sais, si tu te retrouves en Allemagne il y a quelques années, vu la pureté, dans le fond, la loi de la pureté, ben, tu peux utiliser que du malt, tu peux utiliser que du malt, de l'eau, du houblon et de la levure. Ben, la plupart des autres pays ne sont pas nécessairement fermés à ça. Donc, en Belgique, tu retrouves souvent des épices, un côté épicé, qu'elles viennent de la levure
ou qu'elles viennent des épices ajoutées. Donc, tu sais, c'est pas rare de retrouver, dans le fond, de l'écorce d'orange amère, de retrouver des grains du paradis, ou ce qu'on appelle la maninguette. Donc, une panoplie d'épices qui serait impossible dans un autre pays. L'utilisation du fruit est fréquente dans certaines bières. L'utilisation de sucre simple afin que le produit soit moins lourd en bouche. On le retrouve un peu dans la tripe du Belvédère qu'on boit en ce moment. Ben, la tripe du Belvédère, ben, ça a été un autre défi. Comme on produit des bières 100% ingrédients du Québec, ben, généralement, quand tu prends une tripe, tu vas utiliser du sucre inverti ou du dextrose qui ne va pas apporter de goût particulier à la bière, puis qui va apporter cette légèreté malgré le pourcentage d'alcool. Parce que tu veux, le but, c'est d'augmenter le pourcentage d'alcool sans augmenter la lourdeur. Ouais. Au Québec, il y a Sucre Atlantique qui produit du sucre, mais avec des betteraves de l'Alberta. Fait que dans le fond, nos deux choix, c'était du sirop d'érable ou du miel. Sirop d'érable, en plus d'être beaucoup plus cher que le miel, aurait probablement des saveurs trop marquées pour une bière qui se veut d'une légèreté. Ben, on est allé travailler avec du miel. On a trouvé un fournisseur à Val-des-Monts, ici dans l'Outaouais, Be Happy Farm. Ils ont un miel de fleurs sauvages tellement magique. Il y a des petites notes de cannelle, de clou de girofle, parce que, tu sais, cette bière-là, on l'aperçoit fruitée, on l'aperçoit épicée, mais il n'y a aucune épice là-dedans. Tu sais, le girofle, la cannelle qu'on retrouve dedans... vient strictement des fleurs du miel qui a été, dans le fond, synthétisé, si on veut, par la levure. Absolument. Et en fait, le miel lui-même a déjà ces caractéristiques-là. Donc, ça a resté et ça a teinté le produit. Et il y a un petit côté un peu poivré qui vient dans le fond du houblon qu'il y a dedans. Il y a un petit côté phénolique, un peu épice en général, qui vient de la levure, qui est très marqué. Donc, ce côté-là, on le retrouve souvent dans la signature de ce qu'on appelle les bières spéciales en Belgique. Parce que une bière spéciale? Oui, parce qu'en fait, c'est même un niveau de taxation. Tout ce qui est... Eux autres, ils ont la bière traditionnelle qui est devenue un peu plus la Pils. Et la Pils en Belgique est légèrement, des fois, un peu soufrée. Mais sans que ça soit un défaut, il y a des caractéristiques, on dirait, à la Pils belge, un peu plus ronde. Et toutes les autres bières, eux autres, ils les emmagasinent ensemble, puis appellent ça, parce que c'est un niveau de taxation, les bières spéciales. Et ça emmagasine des bières de fermentation mixte. Dans le fond, tu rajoutes un ferment et après ça, tu as des ferments sauvages qui viennent, que ce soit parce que tu l'as mis dans un foudre de chêne, que ce soit parce que tu le fermentes en cuve ouverte. Puis on en voit ici sur le marché maintenant, Rodenbach, pour ceux qui connaissent. Tu as un petit côté un peu vinaigré, un peu lactique dedans. Mais ça, c'est des ferments que tu retrouves dans leur gros foot de chêne, puis un gros parc de foot de chêne, puis en fonction de si c'est la Vintage ou la Rodenbach classique ou la Rodenbach Grand Cru, ben c'est un pourcentage de ce qu'il y a dans le foudre avec un pourcentage de bière non fermentée avec des ferments sauvages. Puis, dans le fond, il y a plus ou moins l'un et de l'autre, puis après ça, ils font tout leur grade avec ça. Quelque chose qu'on retrouvait il y a quelques années, il y avait... j'ai oublié le nom. Lindemans. Lindemans, maintenant, c'est défunt, ça a fermé, ça a fait faillite, là, mais eux autres, ils fermentaient dans des grosses cuves ouvertes en cuivre. Fait que dans le fond, tu avais une levure qui est ensemencée, mais comme leur levure est très lente, ben, tout ce qui tombait dans la cuve fermentait aussi. Puis après ça, tu vas dans le style un peu plus complètement sauvage, dans le fond, quand on est dans le lambic ou dans la gueuse, c'est dans le fond, tu rajoutes aucun ferment, puis c'est vraiment l'environnement de la brasserie. Et ça, tu retrouvais ça, typiquement, en Belgique avant. Puis après ça, il y a des brasseries qui se sont mis à s'amuser à en faire. Le premier... Des brasseries commerciales? Non. T'es trop dans le truc niché pour que ça soit, en tout cas au Québec, commercial, mais en Gaspésie, il y a Brett et Sauvage. Ah oui, ça a été le premier à faire... et d'avoir l'approbation du gouvernement de faire quelque chose, parce que pour le gouvernement, faire une bière
avec des levures, il faut absolument que tu choisisses la levure parce que sinon, dans leur tête, c'est trop dangereux. Ça se fait depuis des milliers d'années, mais c'est trop dangereux. Fait que dans le fond, d'être le premier... Qu'est-ce que ça veut dire, trop dangereux? Ben, c'est à quelque part, tu sais, c'est comme le fromage au lait cru. Ce qui est moins dangereux avec la bière que le fromage au lait cru, c'est que avec le pH, dans le fond de la bière, et l'absence d'oxygène, ben, il n'y a aucun pathogène qui peut vivre. Fait que dans le fond, tu ne pourrais pas avoir de crise de listériose avec de la bière, mais il a fallu convaincre scientifiquement le gouvernement, puis ça a été un travail justement de la gang de Brett et Sauvage, de dire, regarde, et avec des labos et des scientifiques, ils ont réussi à prouver au gouvernement que ben, tu n'es pas obligé de la rajouter, la levure. Là. Il y en a dans l'air, puis tu ne vas pas tuer personne. Ça a été la grosse crainte à l'époque. Je comprends. Mais c'est ça. Généralement, la bière un peu spéciale, la levure est marquée, est présente en Belgique. Je te dirais que c'est pas mal la... Puis tu me disais que c'est une catégorie de taxation spéciale. Si c'est pas de la pils, ça va être taxé différemment, à peu près, dans les grandes lignes? Ben, c'est souvent lié au pourcentage d'alcool. Okay. Parce que c'est sûr que t'en as là-dedans qui sont à 5 %, mais en Belgique, les bières spéciales, ils sont toutes au-dessus de 6 %, voire des fois 10, 11, 12. Puis là, à ce niveau-là, on parle de double, de triple, de quadruple. Exactement. Donc, moi, j'ai une question pour toi par rapport au double, au triple, au quadruple. C'est quoi la différence? C'est-tu juste une question de marketing ou c'est que tu mets 2 fois plus de grains ou 3 fois plus de grains ou 4 fois plus de grains? Qu'est-ce qui fait la différence entre une double et une triple? En fait, c'était la densité initiale. Fait que ça a vraiment commencé comme ça. C'est sûr que maintenant, il y en a qui font des doubles à 9 %. Puis, fait que, tu sais, des fois ça devient un peu galvaudé, mais théoriquement, c'était la densité initiale en sucre dans le mou. Fait que le sucre vienne du grain ou qui vienne de d'autres sources. Mais tu sais, tu avais la simple, tu avais la double, qui avait 2 fois la densité, la triple, 3 fois la densité. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est 3 fois l'alcool, parce que souvent, quand la densité est vraiment plus forte, initiale, la densité finale va être aussi plus forte. Fait que, tu sais, c'est pas magique qu'un double est nécessairement 2 fois plus fort en alcool, mais l'initial. Et en Belgique, le niveau de taxation est vraiment sur la densité initiale, pas nécessairement le pourcentage d'alcool. Ah bon? Tandis qu'ici, c'est vraiment au niveau de l'alcool, la taxation, en tout cas la taxation fédérale. Là. Mais, quand tu brasses une bière à 9 % comme celle-là, est-ce que la taxation à la production est plus élevée sur la bière à 9 % qu'une bière à 5 %? Non. Non? Non, c'est super drôle parce que ce qu'on appelle les taxes d'assises au fédéral... Ça, c'est la taxe à la production. Tu as fait ta bière, tu dois maintenant de l'argent à l'État. C'est ça, exactement. C'est quand même drôle comme concept, non? Oui, puis, tu sais, il y a 2 taxes qui sont rajoutées en plus de toutes les taxes de vente. 3 taxes, dans le fond. Tu as 4 taxes. Tu as la TPS, tu as la TVQ. Oui. Tu as une taxe à la production. Fait que dans le fond, aussitôt que tu as conditionné ton produit, qu'elle soit vendue ou non, tu payes les taxes d'assises au fédéral. Et au moment que la brasserie le vend, là, tu vas avoir les taxes spécifiques du Québec. Fait que, ça fait 4 taxes. Puis la taxe spécifique du Québec est différente de la TVS puis de la TVQ. Oui. TPS puis TVQ. Oui, parce que dans le fond, c'est supposé d'être une taxe à la consommation, mais c'est demandé directement au producteur. Puis ça fait un drôle d'effet pernicieux parce que c'est pas quelque chose que tu rajoutes sur la facture. Fait que la dernière fois qu'ils l'ont monté énormément, ils justifiaient que c'est pas si grave que ça parce que ça revient à 13 sous la bouteille en référence à la 3,41. Sauf que comme c'est le producteur qui la paye à 13 sous et qui la facture pas directement, il l'englobe dans son prix. Ça devient maintenant une perte. Bien, ça devient une perte ou tu montes ton prix. Bon, mettons, tu le montes de 13 sous en disant que j'ai pas d'autres coûts rattachés. Parce que si tu le montes de 13 sous, puis qu'après ça, le client s'en va ailleurs. En fait, t'as ton distributeur qui se prend une marge d'à peu près 20 %. Fait que tu as un 20 % de majoré sur ton 13 sous. Après ça, tu as ton détaillant qui se fait une marge de 25 à 35 %. Fait que tu as un 35 % de majoré sur le 25 du 30 sous. Fait que finalement, ton 13 sous devient pas mal plus un 25-30 sous
que le client va payer. Fait que quand ils disent pas si grave que ça, le client va payer juste 13 sous la bouteille. Non, parce que de la façon que c'est taxé... C'est pas si vrai que ça, que non, c'est pas si grave que ça. C'est ça, t'as plein de majorations. Fait que dans le fond, si on revient, mettons, à nos taxes d'assises au fédéral, comme historiquement, les Anglais passaient des bières faibles en alcool, ben t'as, dans le fond, la taxation moins de 1,2 %, moins de 2,5 et tout ce qui dépasse 2,5 sur la bière. Fait que je te dirais qu'à moins que tu te fasses une bière à 2 %, ben tout le monde paye le même taux d'assises aujourd'hui. C'est drôle parce que c'est des vieilles choses qui sont restées, des niveaux de taxation. Fait que, tandis qu'en Belgique, les gens brassaient des bières plus fortes. Fait que donc, nécessairement, les taxations allaient chercher ça. Parce que, tu sais, avant l'avenue des Nibrou, ça n'existait pas une bière au-dessus de 7 % Au-dessus de 8 % Parce que c'est la limite, c'est 8 % La limite légale pour être une bière. C'est de ça dont tu parles ou tu parles? Non, en fait, la limite légale aujourd'hui est à 11,9 OK. Fait que, pour être une bière. Passer ça, tu es un spiritueux, même si tu le fabriques comme une bière, fait que c'est une licence différente. Fait que faut que tu gères cette production-là différemment. Mais à cette époque-là, au Québec, tu n'avais même pas le droit d'être en supermarché, puis c'est Unibrou qui a fait bouger ça. Tu n'avais pas le droit d'être en supermarché au-dessus de 7 %. Fait que ça a été bougé à cette époque-là, mais c'était impossible, en tout cas au Québec, de vendre. Puis tu sais, quand en Ontario, ils ont ouvert au supermarché, parce que c'est quand même récent, ben, il y a très récent. Il y a une interdiction de vendre des trucs de plus que 7 %. Les trucs de 7 % et plus se retrouvent juste à la LCBO. Donc, il y a quand même encore là un certain concept que trop fort en alcool, ben c'est mauvais pour toi. Le monde va se torcher une bouteille de chardonnay à 14,5. Ben oui. Tout est une question de quantité. Ouais. Moi, je le dis, moi, ma triple à 9 %, tu trouves ça fort, trouve-toi des amis. Amène ça dans un souper. Ben, s'il te plaît, partage-le. Je veux dire. Traite ça comme étant l'alcool que c'est. Oui. Il y a plus d'alcool, il y a plus d'amis. Oui. Puis c'est bien aussi que ce soit dégusté parce que c'est une bière qui, franchement, mérite d'être discutée. D'ailleurs, là, pour nos auditeurs qui ne me voient pas, moi, je me lève puis je vais nous servir là, parce que moi, je commence à être sec, mais je vais t'en donner un petit peu avant qu'on finisse la canette. Puis je profite de l'instant pour aller aux toilettes. J'ai trop bu. Fait que j'ai trop bu de café puis j'ai trop bu de bière. Donc, fait que là, tu vas couper au montage tantôt un peu. C'est ça. De toute façon, en me levant, ça me permet de faire la transition très facilement. Puis là, je pense que je m'en suis donné un petit peu trop, un petit peu plus que toi. C'est correct. Je me suis gâté à tes dépens. Puis... Ben, moi, je l'ai eu... En fait, moi, j'ai de la bière en fût à la maison. Puis je te dirais que ça a souvent fait partie de mes trucs que je tiens à avoir régulièrement à la maison, ça. Un fût? Un fût de trip. C'est bon. Pas beau dehors. J'ai un ami Facebook qui a écrit « Si ça continue comme ça, on va être obligé de mettre des photos de poumons cancéreux sur les boîtes de souliers de jogging. » Ah! Mon Dieu! Donc, c'est ça.
Voilà, c'est ça, exactement. Donc, la bière qu'on boit, une triple du Belvédère, inspiration belge ou variation sur un thème belge, à quel point est-ce qu'on est près d'une triple belge standard, mettons? En fait, moi, je te dirais qu'on est pile poil dedans. Pile Et poil. même plus que la plupart des tripes qu'on retrouve sur le marché québécois. On a une certaine tendance au Québec à vouloir le produit plus sucré que ce qu'il devrait. C'est-tu parce qu'on est tombé dans la marmite du sirop d'érable quand on était jeune? Je pense qu'on. Tu sais, la papille gustative québécoise a une affection vers le sucré. Tellement que. Tu sais, moi, j'ai du monde que j'ai fait goûter ma bière ou avant de goûter, il dit: ah, moi, j'aime pas beaucoup les tripes. Je trouve ça trop sucré. J'ai fait: c'est parce que tu connais pas les tripes. Une tripe, tu sais, l'importance dans la tripe, c'est la grande buvabilité du produit. C'est que c'est supposé d'être hyper limpide. T'es pas supposé que ça soit gommant en bouche. T'sais, oui, cette bière-là est quand même ronde. Oui, elle est mielleuse. Il y a du miel dedans, c'est évident. Mais il y a quand même une grande sécheresse. T'as pas l'impression de boire une bière à 9%. C'est pas gommant en bouche. Et t'as le côté épicé, t'as vraiment le côté tranchant du houblon. C'est quand même important qu'il y ait une amertume. On a tendance à oublier ça des fois sur la tripe. C'est tranchant, c'est pas acerbe, mais c'est tranchant. T'as le côté un peu poivré du houblon. T'as la levure qui est là, qui est marquante, mais l'amertume est là, puis elle sert de colonne vertébrale au produit. T'as une sécheresse en bouche, et ça se doit d'avoir une grande buvabilité. Moi, ça, c'est comme ça, une tripe dans ma tête. C'est comme ça que je vois une Vestmal trip. C'est comme ça que je vois, dans le fond, les produits de Rulle ou autres petits produits un peu nichés qui... un peu l'archétype dans ma tête de qu'est-ce que devrait être une triple. Et c'est le même que j'ai toujours bâti mes tripes, parce que c'est pas ma première que je fais, parce que j'en ai déjà fait dans un lointain passé. Mais, puis j'en brassais maison aussi. En fait, ça a été la deuxième bière que j'ai brassée. La première, j'ai essayé d'y aller sur un truc de jeu de houblon nord-américain. Mais tu sais, ça avait quand même 8,5% d'alcool. Moi, j'avais les bières fortes. Le monde me disait que quand je brassais à la maison, que j'étais un brasseur de grosses cochonnes. Et j'adore aujourd'hui encore brasser des grosses cochonnes. Dans le sens que tu aimes les bières qui ont un pourcentage d'alcool assez élevé. Oui, puis pour vrai, l'alcool, c'est un des grands exhausteurs de goût. Ah oui? Oui, parce que l'alcool, c'est volatile. Fait que quand l'alcool est présente, elle va entraîner à travers elle plein d'arômes et d'en faire sortir plein d'autres. C'est ça que tu veux dire par volatile? Volatile, pour moi, c'est quelque chose qui est fragile puis qui peut disparaître facilement, comme les huiles essentielles. Si tu mets trop de chaleur, ça va être détruit. Si je me trompe-tu complètement? En fait, c'est sûr que c'est volatile dans ce sens-là. Mais quand c'est volatile, c'est que ça se transfère rapidement dans l'air. Ah, OK. Fait que oui, c'est sûr que si ça se transfère rapidement dans l'air, ça va tendance à s'amenuiser avec le temps. Mais comme ça se transfère dans l'air, bien, ça va rapidement, les molécules vont s'ajouter à l'air et donc nécessairement être perçues par le nez très facilement. Et pas juste par le nez, par la rétroolfaction. Hein, parce qu'on parle souvent des goûts. Ça, c'est quand tu sens du nez, mais à travers ton palais? Exactement. Fait que dans le fond, en expirant, puis dans le fond, si on veut favoriser la rétroolfaction, prends une gorgée, expire par le nez, puis là, tu vas avoir toute une dimension. Ou quand tu es dans le vin, puis tu sais, c'est pas cher comme il faut. Fait que quand tu es dans le vin, tu prends une gorgée, puis tu fais de même, et ça favorise vraiment la rétroolfaction. Comme le produit est mousseux et il y a du CO2, bien avec la bière, tu n'as pas besoin d'aspirer de l'air pour favoriser la rétroolfaction. Juste d'avaler, expire par le nez, puis tu as toute une dimension qui s'en vient. Là, tu vas sentir la bière à travers, finalement, la gorgée. Hey, c'est fou raide, ça. Et quand tu as des éléments qui sont volatiles, bien, nécessairement, tu vas le sentir plus en rétroolfaction, ça va être plus puissant. Et l'alcool favorise la volatilité parce que, justement, c'est un solvant qui, comme la température d'ébullition est plus basse que celle de l'eau, va avoir tendance, dans le fond, à sortir un peu plus leurs molécules à travers l'air. Fait que, généralement, ça va apporter avec lui tous les arômes et les saveurs
supplémentaires. Donc, ça a cet avantage-là, l'alcool. Ça a le désavantage quand tu aimes beaucoup les trucs alcoolisés, à des fois, sentir... Non, ça devient une quantité, relié à une quantité, mais des fois, moi, quand les gens qui aiment moins le goût de l'alcool, ben, vont percevoir l'alcool beaucoup plus que moi. Puis, on en reviendrait à une saturation des saveurs. Ben, moi, je suis moins sensible au goût de l'alcool. Fait que des fois, il y en a qui trouvent que l'alcool, mettons, dans un gin ou si ça, est un peu déséquilibré. Des fois, moi, je le sens plus harmonieux parce que je suis habitué avec le goût d'alcool. Fait que là, il faut que tu calibres ça par rapport à la tolérance ou l'historicité d'habitude de l'alcool des gens qui boivent la bière. Oui. Puis quand tu bois de la bière. Non, ben, pour vrai, je pense que je jauge bien. Puis moi, je suis très en harmonie des saveurs dans la vie. Tu sais, j'essaie de ne pas être exagéré sur quelque chose. Si j'augmente l'acidité, ben, il faut que j'augmente le profil aromatique. Si j'augmente la sucrosité, ben, je peux augmenter l'amertume et vice-versa. Si j'augmente le côté fruité, il faut que ça reste une bière, ben, je vais avoir tendance à augmenter une autre caractéristique qui est vraiment un profil à la bière. Et pour cette raison-là, ben, moi, si un profil dominant, ben, je vais essayer justement que ça soit harmonieux parce que on retrouve trop souvent ça sur le marché, un truc que tu fais comme c'est intéressant, mais tu n'en reprendras pas une deuxième parce que c'est déséquilibré. Ouais. Fait que la sucrosité, quand elle est trop présente, ben, c'est déséquilibré. Ben, mets des épices, mets de l'amertume, mets un côté levuré, essaie d'y aller en harmonie des saveurs. Un autre sujet qui nous amène dans une autre direction complètement, c'est vraiment le côté économique. On ne peut s'empêcher de voir qu'il y a certains des géants de l'industrie brassicole qui sont des compagnies belges. C'est pas les seuls, là. Il y a comme 3 à 4 grandes compagnies internationales, des véritables conglomérats. Puis la Belgique semble être au cœur de tout ça. Qu'est-ce qui se passe en Belgique qui fait que tu as tout d'un coup des géants internationaux qui sont basés là? Ben, en fait, le plus gros géant de la bière, ben, en fait, maintenant, c'est rendu une espèce de conglomérat belgo-brésilien américain. Mais à l'époque, dans le fond, le gros géant était un géant belge qui avait acheté la batte. Mais maintenant, effectivement, le conglomérat est un peu plus international, mais le siège social est quand même en Belgique, là, ce qui est devenu maintenant Anheuser-Busch InBev, qui a été au départ la fusion, qui était InBev, qui était la fusion d'Interbrew avec Ambev, qui était brésilien. Puis là, après ça, ils ont avalé Anheuser-Busch, qui est américain. Est-ce qu'il y a quelque chose en Belgique qui a favorisé ça ou Interbrew était déjà un des gros géants à l'époque qui avait quand même pas mal avalé Labatt au Canada. C'est Interbrew qui était basé en Belgique? Oui, exactement. À Leuven, du côté flamand. Et c'est, dans le fond, c'est le producteur de Stella Artois, mais il avait déjà avalé tous les gros producteurs belges, dont la Hoegaarden, qui a déjà été indépendant. Dans le fond, plein de petites brasseries de même. La Jupiler à Jupille. Maintenant, je te dirais que le gros de la production est pas mal axé dans les deux grosses brasseries du groupe InBev en Belgique, que ce soit Stella Artois à Leuven ou Jupiler à Jupille. La Hoegaarden est plus produit à Hoegaarden. Puis je te dirais que tous les petits producteurs se sont rassemblés sur de la production. Puis ça devient... C'est des grosses usines hyper efficaces. Puis, tu sais, on retrouve la LEF est produite là aussi. Dans le fond, ça n'existe plus, cette brasserie-là. Puis après ça, tu as plein d'autres. C'est sûr que il en avale, puis après ça, ils maximisent la production. Ouais. Mais, tu sais, c'est pas juste un phénomène belge. Ça a juste tombé qu'un des gros... Ben, il s'est fusionné avec un autre gros qui était brésilien. Là, c'était devenu le plus gros mondial, qui était InBev, puis qui se sont rassemblés après ça avec un autre gigantesque
qui est Anheuser-Busch, qui est producteur de la Budweiser américaine. Fait que là, à un moment donné, c'est ça. Le siège social est resté à Leuven, en Belgique, mais je pense que c'est plus une association d'un paquet de gros producteurs qui a fait que c'est devenu le géant d'aujourd'hui. Oui, je comprends. C'est un mélange de conditions de marché intérieur puis d'opportunités d'affaires internationales. C'est pas spécifique à la Belgique, mais ça donne qu'en Belgique, il y a plein de bières intéressantes. Oui, absolument. Tu sais, il y a de la bière commerciale qui, des fois, je trouve même plus intéressante qu'ici. Mais tu sais, pour avoir visité Stella Artois, tu sais, maintenant, en plus, Stella Artois est rendu produit chez Labatt. Fait que, tu sais, ils le vendent le même prix, hein, puis ils le vendent encore comme un produit d'importation. Fait que tu mais le payes, il est produit ici? Oui! Fait que la Hoegaarden qu'on consomme au Canada, elle est produite au Canada? La Stella Artois, oui, la Hoegaarden, je voudrais pas, dans le fond, induire les gens dans l'erreur, mais Stella Artois, j'en suis 100% convaincu, puis c'est marqué dessus. J'ai pas vérifié sur la Hoegaarden, mais Stella Artois, c'est ça, on la paye plus cher qu'une Labatt Bleue, mais elle leur coûte pas plus cher, fait qu'ils font plus d'argent. Génial. C'est de toute beauté. C'est beau. Ben, c'est ça le marché, l'économie, man, le capitalisme. Ouais. Tu fais de l'argent avec ça. Ben oui, absolument. En fait, tout le but du capitalisme est de faire de l'argent. C'est le seul but. Ouais. Moi, je me suis dit que dans ma prochaine vie, je veux pas nécessairement faire d'argent, je veux pas en perdre. Je veux bien vivre. Je veux vivre heureux et je veux vivre en harmonie. Ta prochaine vie, ça, c'est quand tu vas avoir une belle terrasse? Oui, ben en fait, j'ai déjà amorcé ma prochaine vie. Là, OK. Parce que j'ai des produits. Donc, des produits. Et j'ai un marché à développer. Fait que je suis dans ma prochaine vie, mais j'aspire pas à devenir une grosse brasserie qui va vendre à travers le Québec. Non. Moi, je veux vendre. Tu te concentres Outaouais. Moi, sérieusement, si je peux faire 1500 hectolitres et l'écouler seulement en Outaouais, d'en vendre un peu à l'extérieur parce que c'est drôle. Pas parce que je veux faire Parce qu'une fois que tu as fait ta vente, maintenant, tu as un rire. Oui. Ça s'appelle un rire induit. Un rire induit. Oui, c'est l'induction. Mais tu sais, mettons, je fais un peu de tremplin en dire. Puis, encore là, tu sais, je martèle un peu que on fait des produits 100% québécois. Mais on devrait. Tu sais, c'est sûr que d'explorer, de goûter des choses d'ailleurs, c'est intéressant. Mais si ça peut coûter le moins cher possible au niveau de l'environnement, parce que c'est produit localement, parce que les ingrédients sont produits localement et parce qu'on la vend le moins loin possible, ben moi, je pense que on va atteindre quelque chose d'important. Je pense que tu vas aller chercher des bénéfices qui ne sont pas strictement mesurables en termes de dollars. Exactement. Tu vas peut-être bâtir une communauté, tu vas peut-être réduire la fameuse empreinte carbone sur l'environnement, tu vas peut-être faire de quoi qui va être évalué au-delà de sa valeur boursière. Et c'est pour ça que je ne tiens pas tant à sortir mon produit de la région de l'Outaouais. C'est parce que je me dis, regarde, si je le sors de l'Outaouais, eux autres, ils ont des super bons produits dans leur région qu'ils peuvent goûter. Et maintenant, on est en mesure de faire goûter le monde en le produisant à un seul endroit. Et si, mettons, je fais du tremplin à dire, OK, il y a quelques années, la bière belge, on buvait que de la bière belge en Belgique. Maintenant, le monde se sont mis à produire des bières à l'anglaise en Belgique, des bières à la tchèque en Belgique, des bières à l'américaine en Belgique. Bien, c'est la même chose ici. Tu peux voyager avec les produits d'une seule brasserie. Tu peux aller dans un autre pays, dans ta municipalité, quand ton brasseur a une bonne idée de c'est quoi les différents styles. Oui, puis, tu sais, autant, c'est ça, segment sur la Belgique, on a la tripe du Belvédère, puis au moment que le podcast va être diffusé, on a une petite blanche qui s'en vient. Petite blanche? Parle-moi un peu de la petite blanche. Petite blanche, en fait, petite blanche traditionnelle, belge, avec une levure marquée, belle bière de blé. On n'est pas allé sur de l'orange amère comme c'est traditionnel ou de la coriandre parce qu'on n'en produit pas au Québec. Mais on est allé sur une tangente un peu plus herbe boréale. On a du mélilo. Ceux qui ne connaissent pas ça, c'est la petite vanille québécoise. On a des bourgeons d'épinette, des bourgeons de sapin dedans. Sans que ça soit trop résineux, il y a un petit côté, mais on est allé vraiment sur des notes, dans le fond, agrumeuses dans ces herbes boréales-là. Donc, on y va vraiment sur la tendance belge, mais avec une petite couleur québécoise.
Fait qu'on on va avoir une deuxième, un peu de la gamme belge de Brasseurs des Collines qui s'en vient Mais attends, bientôt. ça, c'est votre devise. Tendance belge, couleur québécoise. Oui. Puis, Tendance belge, signature des collines. exactement. Donc, où ce que je m'amuse à dire, boire les collines. Et dans le fond, même si c'est un segment sur la Belgique, ben c'est ça. On a des bières avec des signatures un peu plus à l'allemande. Avec la LS, on a des signatures un peu à l'anglaise. Avec la Stout, on a des signatures à l'irlandaise avec la rousse irlandaise. Puis on va avoir on a la gamme classique qui est vraiment dans les styles classiques. Puis on a la gamme que j'appelle contemporaine avec la série Colline de Bonne. Et on a, dans le fond, là-dedans, la Colline de Bonne IPA du Nord-Est. Parce qu'on s'entend que c'est un style contemporain mais qui marque tellement l'imagination des gens actuellement de ce que le monde appelle des NEPA, New England IPA. Tu peux pas partir une brasserie sans faire une NEPA. Tu peux pas faire une brasserie sans faire une IPA du Nord-Est. Tu n'es pas une brasserie si tu n'en fais pas. Exactement. Mais la problématique, c'est qu'il y a 2 ans, c'était impossible de faire une IPA du Nord-Est qui était 100% québécois parce qu'on ne faisait pas pousser les cultivars de houblon qui favorisent le côté tropical. Puis je te dirais que Jarret Noir ont du Triomphe depuis 2 ans, un cultivar qui s'appelle du USDA 074. Depuis l'an passé, Houblonnière Lupuline dans le Pontiac, du Eldorado. Puis c'est un peu le mariage de tout ça qui a fait, dans le fond, la possibilité d'avoir la Colline de Bonne IPA du Nord-Est, qui est vraiment très tropicale. On est allé un petit peu sur, dans le fond, un peu l'historique du style, parce que généralement, on a tendance maintenant à faire les IPA du Nord-Est avec très peu d'amertume, voire aucune, pour favoriser le côté un peu juteux. Mais moi, personnellement, c'est d'oublier que dans la IPA, ben, il y a le côté houblon, pas juste en aromatique, mais l'amertume est quand même importante. Fait qu'on a quand même une certaine amertume dedans. Moi, je voulais que ça soit tranchant. C'est juicy, c'est tropical, mais c'est quand même tranchant sur le houblon. Ça tranche plus sur le côté West Coast dans ce cas-là? Non, absolument pas. Non? Puis pour vrai, tu sais, t'as de l'avoine dedans, t'as le côté qui donne de la rondeur. On est complètement dans les IPA du Nord-Est, mais les premières IPA du Nord-Est qui s'appelaient pas des IPA du Nord-Est, qui s'appelaient juste des IPA, parce que ça a commencé vraiment dans le Vermont. Puis certaines brasseries se sont mis à faire des trucs que, ben, on est vraiment sur le côté tropical. Ben, c'était cette amertume-là. Et je te dirais que la IPA du Nord-Est de Boréal a quand même une amertume d'à peu près 60-70 IBU. Je ne sais pas les chiffres exacts, mais l'amertume est là. Après ça, tout le reste est en équilibre. Maintenant, on dirait qu'il y a des brasseries qui se sont dit on va enlever complètement l'amertume. Puis moi, je trouve que c'est de passer à côté de quelque chose. Parce que l'amertume, c'est la colonne vertébrale d'un style IPA dans ma tête. Et ça l'aide à ce que le produit ne tombe pas flat rapidement. Je trouve que justement, dans certaines IPA du Nord-Est qu'on goûte actuellement, un peu plus nouveau genre, ben entre ça et boire du jus, il n'y a pas grande différence. Et comme un jus, ben qui manque d'acidité, ben les saveurs tombent vite. Fait que finalement, ça devient un peu court. L'amertume aide justement à ce que cette saveur-là soit perçue un peu plus longtemps parce que ça l'aide à la soutenir. Fait que c'est important, l'amertume, dans une IPA, dans ma tête. Redécouvrir la IPA, surtout dans le nord-est que l'on habite, avec Dominique Gosselin, des Brasseurs des Collines. Dans un segment belge. Dans un segment belge. Écoute, il n'y a pas plus belge que de parler de IPA, puis il n'y a pas plus IPA que de parler de bière belge, parce que comme on a vu ensemble, dans la bière rousse, tu as la IPA, puis dans la bière rouge, tu as la rousse de la IPA, puis dans le fond, tout est dans tout. Dominique, on peut trouver vos bières un peu partout en succursale, chez les détaillants, dans la région de l'Outaouais. Concentrez-vous dans l'Outaouais si vous voulez trouver leurs produits. À un moment donné, ils auront une belle terrasse, puis ça sera le temps d'une bière par chez eux. D'ici là, achetez leurs produits, mais surtout
surtout, écoutez-nous plus, abonnez-vous au Temps d'une bière, aimez-nous, faites-nous des likes, posez-nous des questions, soyez interactifs. On n'est pas sorteux, on aime prendre le temps d'une bière pour parler des choses importantes, c'est-à-dire l'histoire, la culture, l'anthropologie, les drogues, des fois, mais surtout être en bonne compagnie pour parler de choses intéressantes. Peut-être un jour, on va parler de bière au cannabis. C'est tant qu'à parler de drogue. Ça sera le temps d'une bière au cannabis. Allez, un gros merci et Santé. à la prochaine.